Modignon, vous êtes inspecteur d'enseignement élémentaire à la retraite, géographe de formation également, grand contributeur dans la presse sénégalaise. L'affaire Petro-Tim, dans laquelle le frère du président Sall est cité, a fait de nouvelles victimes. On a annoncé le limogeage de 5 nouveaux enquêteurs de l'OFNAC qui étaient très avancés sur cette affaire. Comment réagissez-vous? Voilà. Je ne sais pas très bien que si c'est à cause de cette affaire-là qu'ils ont été remerciés. Moi-même, j'étais à l'OFNAC. Justement, j'étais à l'OFNAC. La présidente m'avait recruté comme conseiller technique et plus tard comme son porte-parole. C'est août 2014 jusqu'au 11 mars 2015. Vous le savez, j'ai finalement démissionné pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Donc, je sais que cette affaire de Petro-Tim était suivie, effectivement, l'OFNAC avait été saisi de ça et était en train d'enquêter sur cette affaire. Et je sais même qu'une mission de l'OFNAC est allée jusqu'aux États-Unis dans cette affaire-là. Donc, au moment où la présidente était remerciée, cette affaire était en cours. Cette affaire était pendante. Alors, Madame, sa remplaçante, entre en fonction. Quelques temps après, j'apprends effectivement que 5 enquêteurs ont été remerciés. Ce que je sais, il n'y avait pas suffisamment d'enquêteurs à l'OFNAC. Parce que lutter contre la corruption à l'échelle d'un pays, il fallait beaucoup d'enquêteurs, surtout que l'OFNAC était envahi de plaintes et de dénonciations. Il fallait beaucoup d'enquêteurs. C'est pourquoi grande a été ma surprise d'apprendre que les 5 ont été remerciés, 5 des enquêteurs. Les gens maintenant lisent ça à l'affaire Petro-Tim. Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais dans tous les cas, l'affaire est là, elle est pendant. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire simplement de remercier quelques enquêteurs pour que l'affaire s'en arrête là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. En tout cas, ça soulève des questions. Voilà. En tout cas, cette affaire Petro-Tim, c'est l'ancien inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko qui l'a révélé et qui a été récemment radié. Pour certains, c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que vous le considérez comme tel? C'est vrai qu'avant lui, d'ailleurs, il y a un membre du conseil d'administration du Forum civil, Birahim Seck, qui a parlé de cette affaire. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui a saisi l'OFNAC de cette affaire-là. Sonko est revenu apporter d'autres informations. Plus de détails. Plus de détails, n'est-ce pas? Donc, ça lui a valu ce que vous savez. Non pas seulement ça, mais il a fait d'autres révélations concernant, etc., etc. L'Assemblée nationale, voilà. Voilà. Ce qu'il dérangeait, c'est un lanceur d'alerte, effectivement, au même titre que Birahim Seck. Lui, c'est un lanceur d'alerte qui dérangeait. Inspecteur des impôts, principal, 15 ans de métier, juriste, un garçon extrêmement intelligent et de surcroît extrêmement courageux. Il a le courage de ses opinions, il a pris ses responsabilités, il a créé son parti politique et il dénonçait les actes de malgouvernance, notamment les remises d'impôts, etc., etc. L'Assemblée nationale qui le remercie, il a fait beaucoup de révélations. Mais justement, le fait qu'il soit homme politique, chef de parti, est-ce que les révélations qu'il a faites là ne sont pas intéressées? Probablement. Les intéressés, le politique, tout ce qu'il fait, c'est intéressé. Donc on ne peut pas le considérer comme un lanceur d'alerte. Lui doit être neutre, il vise l'intérêt général. Je ne crois pas que on peut être chef de parti et travailler pour l'intérêt général. Comme on peut être chef de parti et travailler pour ses propres intérêts. En général, d'ailleurs, au Sénégal, on n'a plus confiance aux politiciens. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle quelqu'un m'a fait un mail hier d'ailleurs pour me dire attention, vous risquez de vous faire manipuler par Sonko. Je lui réponds que ce n'est pas à mon âge qu'on me manipule. Je sais faire la part des choses
je sais distinguer la graine de l'ivraie. Alors Sonko, ce que je sais, c'est un garçon sérieux. Parce que, pourquoi je le dis? Il est inspecteur des impôts pendant 15 ans, il n'a qu'une maison. Il l'a dit, il a levé la main, il a dit, je m'adresse aux Sénégalais. Les gens disent, moi je n'ai qu'une maison, je n'ai même pas un autre terrain. Quelqu'un qui me connaît une autre maison, un autre terrain, n'a qu'à le dire. Il a dit, j'ai un seul compte où il y a 200 000 francs. Alors que ce que vous voyez autour de vous, il a parmi ses collègues, inspecteurs des impôts, inspecteurs des trésors, des gens qui ont 10 maisons, plus, avec des comptes extrêmement bien fournis. Alors un inspecteur des impôts, qui après 15 ans se retrouve avec une maison, avec un compte où il y a 200 000, et qui crée un parti pour faire face, avec tous les risques que cela comporte, alors qu'il aurait pu jouer le jeu, rester tranquille, comme ses camarades, et peut-être devenir demain directeur des impôts ou directeur général des impôts. Il a pris ses responsabilités pour créer un parti d'opposition, pour s'attaquer au système sur place. Je crois que ça, quand même, ça mérite de retenir l'attention. Et jusqu'à preuve du contraire, ce garçon-là retient mon attention, jusqu'à preuve du contraire. On peut le considérer, bien qu'il soit un homme politique, comme un lanceur d'alerte, comme Birahim Seck est un lanceur d'alerte également. Et c'est un lanceur d'alerte qui dérange. Et c'est la raison pour laquelle il a été remercié, il a été radié. Comment appréciez-vous la réaction de l'ex-présidente de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude après que le président Macky Sall n'a pas renouvelé son mandat? Mais sa réaction, le président de la République n'a pas été loyal avec elle, parce que moi je sais. J'ai dit dans plusieurs contributions que le président Macky Sall n'a pas été sincère dans la mise en place de l'OFNAC. Il a mis en place l'OFNAC moins par conviction que pour être en accord avec certaines recommandations de la CEDEAO, protocole de la CEDEAO, etc., de la communauté internationale de façon générale, qui recommande à chaque État membre de mettre en place une structure de lutte contre la fraude, la corruption, etc. et les autres. Donc c'est dans cette perspective qu'il a mis en place l'OFNAC. Mais il s'est rendu compte que la dame qui l'a nommé à la tête de cet office, elle ne voulait pas jouer son jeu. Elle n'a pas joué le jeu du président. Elle appliquait la loi, les pouvoirs que lui donnait la loi. Et la loi lui donnait des pouvoirs exorbitants. Parce que quand l'OFNAC reçoit une dénonciation ou une plainte, si c'est vraiment... si on se rend compte qu'il y a des arguments qui sont intéressants, l'OFNAC envoie une mission pour enquêter sur place. Si les faits délictuels dénoncés sont avérés, l'OFNAC dresse une plainte et bien qu'il remet au procureur de la localité. C'est ce que l'OFNAC a fait à Louga, c'est ce que l'OFNAC a fait avec le directeur général du COUD. Mais ça ne plaît pas au président de la République. Parce que le directeur du COUD, c'est son ami, c'est son militant. Et celui qui a été épinglé à la poste également. Pareil, il y a un d'ailleurs qui a été épinglé à Louga et mis en prison. Le président de la République l'a sorti pour en faire président du conseil d'administration. Donc, pour vous dire, la loi dit, l'OFNAC dresse tous les ans, établit un rapport d'activité qu'il présente au président de la République au cours d'une audience solennelle. Mais le président n'a jamais voulu recevoir la présidente pour la présentation du rapport de 2016. Parce que dans le rapport de 2016, ses amis étaient épinglés et je vous le dis, le président a insisté pour qu'elle les enlève. Elle a refusé, il n'y a pas de doute, catégoriquement, et le président a dit, je ne vous recevrai pas. Et il ne l'a jamais reçu. La dame a été obligée d'aller au King Fahd pour présenter publiquement son rapport, parce que la loi dit ça. L'OFNAC rend public le rapport d'activité. Voilà. Et puis on l'a chargée, on a tout dit sur elle. C'est la raison pour laquelle elle a été obligée de sortir de ses gonds pour se défendre, pour dire pourquoi elle a présenté le rapport là-bas à King Fahd, parce que le président ne voulait pas
la recevoir pour qu'elle lui présente le rapport. Et elle a été obligée de s'expliquer. La présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a certainement voulu très bien faire son travail et que cela gêne le pouvoir dont certains membres pourraient être éclaboussés. Mais est-ce que sa réaction ne vous paraît-elle pas disproportionnée? Elle a été remerciée, elle a été limogée par le président, ne voulait plus l'avoir là-bas. Je vous assure qu'avant, le président lui a proposé d'autres nominations plus importantes pour qu'elle quitte l'OFNAC. Il n'y a pas de doute, ça, je le sais. Ah bon, comme quel poste par exemple? Bon, comme ministre de la bonne gouvernance. Elle n'a pas voulu. Même ambassadeur, hein? Elle a refusé tout ça. Même vice-gouverneur de la Banque centrale. L'essentiel était qu'elle... Donc elle était très gênante à ce poste. Oui, parce que le président s'est rendu compte que contrairement à ce que lui, il pensait, celle-là allait faire le travail et mettre en cause beaucoup de ses proches. Et le président ne l'entendait pas de cette oreille. C'est la raison pour laquelle il a tenu à l'éloigner de l'OFNAC en lui proposant, mais elle n'a jamais accepté. Donc, elle arrive à la fin. Bon, on dit, d'ailleurs, c'est un débat. Ils n'ont prêté serment que le 26 mars. Le 26 mars 2013. Donc, c'est le 26 mars 2016, normalement, que devait prendre fin leur mandat. Et à cet égard, le professeur Mariel Zonke a fait une très belle contribution, vraiment, qui remet les choses en place. Donc, pour ce grand professeur de droit public, eh bien, le mandat devait courir jusqu'au 26 mars 2017. Mais le président ne l'entendait pas de ça. Il fallait qu'elle parte. Et il a pris le décret, dans des conditions d'ailleurs qui posent parfois problème. Et puis bon, elle l'a dégagé. Alors, Modignan, vous avez été vous-même membre de l'OFNAC qui a démissionné. Parce que vous devrez vous résoudre à ne plus trop parler, à ne plus donner librement votre opinion. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que vous aviez été recruté là-bas, c'est pour que vous parliez moins? Bon. En réalité, je n'étais pas membre, parce que c'est les membres, c'est le président qui les nomme. Moi, Modignan, il ne me nommera jamais, même si peut-être il y a une proposition. C'est la dame, une fois nommée, qui a pris la responsabilité de m'appeler à ses côtés, bien que nous ne nous connaissions pas du tout. Elle m'a fait appeler, on a discuté de la loi, on a discuté des pouvoirs de l'OFNAC, on a discuté de l'indépendance, etc. J'ai dit, ok, si c'est ok, il n'y a pas de problème. Alors j'ai donné mon accord, elle m'a nommé conseiller technique à son cabinet auprès d'elle, et ensuite porte-parole de l'OFNAC. Voilà. Je ne crois pas que ce soit pour me faire taire, parce que ce n'est pas le président qui m'a nommé. D'ailleurs, il a été surpris de me savoir là-bas. Ah oui. Pourquoi? Parce que j'ai publié en janvier 2015, si mes souvenirs sont exacts, une contribution sur les fonds politiques du président de la République. Ce qui n'a pas plu. Et je vous assure que je le dis en toute c'est parce que je le sais. Le président l'a appelé, la présidente. Dès qu'on dit, mais monsieur le Modignan s'attaque à vos fonds politiques. En réalité, je ne m'attaque pas à ces fonds, je m'attaque aux fonds politiques. Aux fonds politiques qu'on donne au président de la République du Sénégal. Parce que je pensais qu'il fallait encadrer ça. On donne 8 milliards à quelqu'un. Et on dit, les fonds politiques sont mis à sa disposition, sont laissés à sa discrétion. Il en fait ce qu'il veut. Ça, quand même. Ça, ce n'est pas l'esprit des fonds politiques. Les fonds ont un esprit républicain. C'est pour lui permettre de faire son travail régalien, mais c'est pas... Bon, il en fait ce qu'il veut, il peut même brûler... Ça, quand même, c'est... Au Niger, c'est bien contrôlé, c'est bien cadré. On publie à quoi l'argent a servi, les fonds politiques. Voilà. C'est-à-dire que personne ne peut savoir ça. C'est sur ça, justement, que j'ai... c'est à ça que j'ai consacré ma contribution. On lui a fait... monsieur le président... Mais il est à l'OFNAC, il dit ah bon. Il ne savait même pas, alors il appelle la dame. Mais madame, vous avez recruté Modignan chez vous? Oui, j'en ai fait mon conseil technique, ensuite mon porte-parole. Ah bon? Bon, bref, ça c'est pas. Mais
il ne peut pas être là-bas et continuer de nous attaquer. Comme la dame n'était pas au courant de la dame, elle exprime sa surprise. Mais vous ne savez pas, il prend le quotidien, il lui donne. Ah, la dame lui dit, moi je ne sais pas, hein, c'est pas pour ça que je l'ai recruté, c'est pour sa compétence, etc. Elle vient, elle m'appelle, gênée, parce qu'elle a beaucoup de respect pour moi. Vous avez écrit? Je lui dis oui. Ah, j'étais ahuri de savoir que le président l'a appelé pour ça. Bon, je lui dis, j'ai fait ça, moi, il n'y a pas de problème. Bon, on se quitte sur cette base. Voilà, rapidement, et je continue d'écrire. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte quand même que je lui portais préjudice. À elle d'abord, parce que les gens ne supportaient pas plus. Voilà, on commençait à lui... Déjà, on ne l'aimait pas. S'y ajoute que, de l'OFNAC, je continue à publier mes contributions. Je sais que ça ne plaisait pas là-bas. Et aux gens du pouvoir, ça ne les plaisait pas. C'est certain. Si je continue, je lui porte préjudice. Or, je ne dois pas. Celle-là me faisait confiance, elle avait beaucoup de respect pour moi, elle m'avait responsabilisé, etc. Je continue, je lui porte préjudice. Or, je ne peux pas me taire. Voilà. On ne peut pas se changer du jour au lendemain. Je ne peux pas continuer, je ne peux pas me taire. Qu'est-ce qui reste? C'est la porte. Bon, j'ai démissionné. Et elle a mis 3 mois pour accepter cette démission-là. Elle a tout fait pour me faire renoncer à ça. Finalement, elle a compris. Et je suis parti le 11 mars. Voilà comment ça s'est passé. Et bon, des amis, des parents, il est fou celui-là, etc. Comment renoncer à une indemnité aussi substantielle? Donc, elle était de combien? Oui, ça, c'est pas la peine, je ne dis pas ça. Mais elle me permettait quand même de régler des problèmes. Hein. C'est une indemnité substantielle. Pour l'enseignant que je suis, l'enseignant retraité. Mais le tout ne se réduit pas à l'argent. Ça, c'est important. Et j'ai compris que j'avais raison de sortir quand elle a été limogée. Je serais resté là-bas. Les gens disent oui, vous êtes laissé là jusqu'au moment où... Parce que c'est la remplaçante qui arrive, elle me mettrait dehors rapidement. Heureusement, d'ailleurs, j'ai été bien inspiré. Et mes amis viendront me dire, Modi, tu as eu raison sur nous d'avoir démissionné. Voilà comment ça s'est passé. En tant que grand contributeur dans la presse sénégalaise, depuis plus de 40 ans, tous les régimes qui se sont succédés, vous écriviez, vous donnez votre opinion. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes par rapport à ce que vous publiez? Est-ce que, par exemple, un régime vous a approché pour vous proposer un poste afin que vous vous taisiez? Oh là là. Près de ça. De 80 à 2000, ah oui, on m'a fait des offres. Il n'y a aucun doute. Parce Très intéressante. Ah, mais moi, j'étais inspecteur d'enseignement. J'ai des collègues qui étaient nommés directeurs de cabinet, qui étaient nommés directeurs de l'enseignement élémentaire, qui étaient nommés. Il y a un ministre en particulier, avec qui j'ai fait Blanchot, qui était dans la même classe que mon frère aîné, qui a proposé de faire de moi son conseiller technique numéro 1. Le ministre a 2 conseillers techniques, CT1, CT1. Ça s'appelle les conseillers techniques de cabinet, qui font partie du cabinet ministériel. Et il m'a dit, ce ne sera qu'une étape, après je vais vous promouvoir. Ah, j'ai dit, c'est très bien. À ce moment, j'étais inspecteur départemental de Pikine. Oui, mais il m'envoie son directeur de cabinet, qui était mon professeur quand je faisais ma formation de professeur de collège à l'école normale. Il me dit, oui, mais il a dit, pour lui faciliter la tâche, il faut aller prendre la carte du Parti Socialiste là-bas dans le village à Koki. Tu prends la carte, pour le moment. Alors, parce que l'arrêté de nomination du directeur de cabinet ou du conseiller technique ou du directeur de l'enseignement élémentaire, à l'époque, était visé par Jean Collin, secrétaire général du gouvernement, qui pouvoir exorbitant. Dit, ça c'est pour le convaincre à viser ça. J'ai dit, Ibrahim, si c'est ça, laisse tomber. Ça, je ne le ferai jamais. Et voilà, et c'est pas la seule fois. Mais le président Wade en particulier m'a reçu. En décembre 2000, donc de quelques mois avant. La première année de présidence. On a discuté
Alors, ça va, comment allez-vous? Je lis tout ce que vous écrivez, etc. Ah bon, vous avez le temps? Oui, je lis, etc. Bon, c'est très bien, sur le plan intellectuel, il n'y a rien à dire. Sur le plan de la langue, il n'y a rien à dire. Vous manipulez bien la langue française, etc. Les idées sont pertinentes. Mais malheureusement, il marque un temps d'arrêt. Malheureusement, vous n'êtes pas un politicien. Voilà. Donc tout ça c'est bien, les idées, les machins, mais vous n'êtes pas un politicien. Il n'y a que l'aspect qui l'intéresse. Bon, bref. On continue. Et à un moment donné, je suis sûr qu'il me dit, mais ouais, dites-moi maintenant ce que vous voulez. C'est Wade qui vous pose cette question. Je vous assure que c'est lui qui me pose cette question. Dis-moi maintenant ce que vous voulez. Je lui dis, bon, laissez-moi réfléchir. Et je suis parti. Il me suffisait de lui dire, je vais être conseiller technique quelque part, je vais être votre conseiller technique en machin, parce qu'on m'a brandi ça, conseiller de l'éducation du président. Mais Maudit, si tu sais, je vous assure que le président a tellement de respect pour vous, il suffisait de rester un mois sans écrire, etc., pour qu'il fasse de vous son conseiller en éducation. Ce sont vos proches qui vous le disent? Oui, les proches de ses proches aussi. Les proches de Wade? Oui, voilà. Donc on a tout fait pour me... Voilà, des choses comme ça. Mais je ne sais pas, je remercie Dieu de m'avoir fait comme il m'a fait. Les postes politiques, etc., ça ne m'a jamais empêché de dormir. Parce que je tiens à ma liberté de ton et d'action. Or, une fois qu'on accepte certains postes, certaines stations, mais on ne peut plus. La preuve, mes anciens amis qui sont dedans, vous voyez leur comportement. Après plus de 5 ans d'exercice de pouvoir, quel bilan dressez-vous de ce que le président Macky Sall a pu faire? Vous savez, Fred, un bilan ne peut pas être entièrement négatif. Il a fait probablement des choses. Mais ce qu'on peut appeler ses réalisations, par rapport à ses engagements, ces réalisations sont insignifiantes. Moi, je pense que, je l'ai dit d'ailleurs dans une contribution que j'ai intitulée Alternance 1 et 2, 2 points, dans la continuité de la mauvaise gestion socialiste. Autant l'alternance avec Wade a été une catastrophe, une grosse déception, autant l'alternance avec Macky Sall a été également une grosse désillusion pour le peuple sénégalais. Parce qu'il a pris énormément d'engagements, il a fait énormément de promesses. Et les gens se disaient, les gens ont toujours souhaité avoir à la tête du Sénégal un président de la République né après les indépendances. Voilà, le président né après les indépendances, qui arrive avec des engagements formels de mettre en œuvre une politique transparence, sobre, vertueuse. Voilà quelqu'un qui dit, si vous m'élisez, je fais passer le mandat de 7 à 5 ans et je me l'applique. Si vous m'élisez, je vais gouverner le pays dans la rupture. Ma gouvernance n'aura rien à voir avec les gouvernances précédentes. Je ne protégerai personne. Je ne protégerai personne. Il l'a bien dit quand il créait l'OFNAC. Mes chers amis, c'était à Mbodjen. Attention, parce que quand il a parlé de la création de l'OFNAC, les gens n'ont pas applaudi. Il leur dit, mais pourquoi vous n'avez pas applaudi quand j'ai parlé de l'OFNAC? Mais je comprends, mais attention, la CRI, c'est pour les autres, les anciens. Mais l'OFNAC, c'est pour nous. Ah oui. Et je vous dis, je ne protégerai personne. Mais à l'arrivée, la gouvernance loin d'être sobre, la gouvernance est loin d'être transparente, la gouvernance est loin d'être vertueuse. C'est le même système que nous vivons. D'abord, son waxet, le reniement de sa parole concernant son engagement à réduire le mandat de 7 à 5 ans et de se l'appliquer. Il attend 4 ans après pour dire « Ah, je ne peux pas le faire sans avoir l'avis du Conseil constitutionnel », tout en sachant que le Conseil constitutionnel irait dans le sens qu'il souhaite, il le sait.
Mais moi, Macky Sall, je fais l'engagement quand je suis candidat. Avant de faire l'engagement, je demande à des juristes. Est-ce que c'est possible? Une fois élu, je demande à des juristes. Je veux ramener le mandat de 7 à 5 ans. Est-ce que c'est possible juridiquement? Je demande même au Conseil constitutionnel. Mais je n'attends. Si on me dit dès le début, j'ai dit à ma carte, je voulais, mais malheureusement, ce n'est pas très en rapport avec la Constitution, le Conseil constitutionnel m'a recommandé, etc. Mais il attend 4 ans après. Quand même, c'est pas sérieux. Il s'est rendu compte après 4 ans, il n'avait rien à mettre, présenté aux populations sénégalaises pour une réélection en 2017 et il a eu peur. Voilà le problème. Donc, la transparence, les marchés de gré à gré, mais c'est extraordinaire. Le centre de Diamniadio, le building administratif, réhabilité pour 17 milliards. 17 milliards. Le TR, ce qu'ils appellent le TR, train express régional, qui va nous coûter près de 500 milliards. Mais c'est extra. L'autoroute Ila Touba, à des Chinois, on nous dit 416 milliards, 112 km, à travers un terrain plat, pratiquement sans obstacle, à part quelques rares arbres. Tout ça, c'est extraordinaire. Et le monsieur ne supporte pas l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Ah oui, cet organe qui, d'ailleurs, sous Wade avait épinglé certaines personnes que lui, il a recyclé aujourd'hui, comme Awan Ndiaye, Aminata Niang de la PIX. Voilà, vous savez. Donc, non seulement il recycle, mais il ne supporte plus l'ARMP. Il ne supporte plus, il dit ça nous retarde. Alors là. Et je vous assure que vous allez maintenant, non seulement il ne supporte plus les rapports de l'ARP, même de l'IGE, de la Cour des comptes et d'autres structures. Il ne veut plus que les rapports soient publiés parce qu'il dit qu'il ne supporte pas que des rapports soient rendus publics et épinglent des ministres et des directeurs généraux. Alors là, c'est dangereux. Ah, c'est grave. C'est grave parce que lui, depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais sanctionné personne. La première sanction qu'il a prise, c'est à l'encontre contre Sonko. Alors que ce qui se passe à la direction des impôts, à la direction de ce qui se passe dans les agences, les gens sont. Moi, j'ai la chance de lire les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, de l'ARMP, etc. Mais tous les ans, de hauts fonctionnaires sont épinglés, lourdement épinglés, aussi bien par la Cour des comptes, l'IGE, l'OFNAC, etc. Mais il n'a jamais levé le plus petit doigt contre ces gens-là. Il ne sanctionne pas. Voilà, ça, c'est un trait caractéristique de sa gouvernance, l'impunité. La nébulosité. Les gens ne savent 17 milliards pour réhabiliter un building administratif. Les techniciens du bâtiment ont dit qu'avec 17 milliards, on aurait pu construire notre building à Diamniadio, par exemple, pour désengorger. Et on a donné ça à un vendeur de carreaux qui est allé se lier à un partenaire italien. Vous imaginez ça? Donc, la gouvernance de Macky, je crois, moi le bilan, excepté quelques rares réalisations politiciennes, le bilan c'est une catastrophe. Le bilan c'est une catastrophe. La gouvernance de Macky Sall, elle est aussi mauvaise que celle de ses prédécesseurs. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pourrait gouverner aussi mal que Wade. Mais il gouverne aussi mal que Wade. Alors, la traque au bien mal acquis, apparemment, elle est mise en veilleuse maintenant. C'est fini. Ça, c'est terminé, ça. Peut-être au départ, il était plus ou moins sincère au départ. Mais à la pratique, il s'est rendu compte que c'était difficile à mettre en œuvre. Les gens là, les 25 qui ont été identifiés, voilà, les premiers 25 qui vont passer devant la cour de... Gros calibre. Hein? Les gros calibres. Les grosses calibres. Et effectivement, ces gens-là ont... Oh là là. Tous les 25, c'est des milliardaires. Il a prêté serment en 2 avril 2000. Avril-mai, au plus tard juin, il fallait mettre en marche la machine de la CREI. Mais il a laissé les gens faire le tour du monde.
Peut-être qu'il a laissé du temps parce que les gens le taxeraient d'être venu juste pour régler des comptes. Mais non, mais si tu leur laisses le temps d'aller cacher leur argent, de détruire les documents les plus compromettants également, c'est pas bon. Un an après, on appelle Karim. Il a déjà réussi à cacher tout ce qu'il avait. Il a déjà... Voilà. Donc, mais malgré tout, quand même, on trouve des choses et on le met en prison, mais avec la pression des gens, la pression des marabouts, etc. La pression de Wade Père, qui menace, qui sait des choses. Wade a des bombes sur ce garçon-là. Sur qui? Sur Macky Sall? Non. Macky est aussi riche que ces gens-là. Oui. Alors, donc avec la pression de Wade, de la communauté internationale, parce que Karim comptait des amis, des marabouts, surtout ceux de Touba, ceux de Thion. Les princes arabes. Voilà, etc. Il a été du Qatar. Il a été obligé de le gracier dans les conditions que tu sais. 1h du matin, il sort, alors qu'il y avait le procureur, l'équivalent du ministre de la Justice de Qatar, qui l'attend là-bas, soi-disant envoyé par l'émir du Qatar. Vous croyez que ça veut dire que non, Karim était... Voilà. Donc, le Qatar, c'est l'argent. C'est là-bas que les gens cachent leur argent, etc. Donc voilà dans les conditions dans lesquelles Karim a été gracié. Mais vous graciez Karim. Et vous voyagez quelque temps après avec Ousmane Gom dans votre avion. Où est-ce que ça vous a échappé, ça? Il l'a accompagné en haut, alors que lui, il était dans la liste. Oui, il était même d'ailleurs présenté comme l'un des plus gros poissons. Et il est un gros poisson. Un beau matin, il le prend dans son avion. Le problème de Macky Sall, c'est qu'il n'ose plus toucher Madické, c'est le protégé de Touba. Samuel Sarr, c'est le protégé de Touba, etc. Et c'est tellement grave qu'il n'ose pas aller loin. Parce que lui-même n'est pas propre. Et les gens le savent. Amadou Sall, l'avocat, là, ce qu'il dit sur Macky, il a raison. Il n'est pas propre. Il est aussi riche qu'eux. Il s'est enrichi dans les mêmes conditions que ces gens-là. Et il y a les pressions qui s'exercent sur lui. Il a peur, il a reculé. Mais c'est fini. De mon point de vue, la crise s'est terminée. Vous savez pourquoi il avait renvoyé le premier procureur, Ndao, en pleine audience? Parce que lui, le lendemain, il devait faire arrêter Madické, Samuel et un troisième. Le ministre de la Justice a dit, non, il faut. Il a foncé. Il a refusé. Il dit, on l'a révoqué. Voilà comment ça s'est passé. Voilà. Mais par contre, il y a certaines personnes qu'on envoie très facilement en prison, comme Maître Amadou Sall. Alors que récemment, je pense, Idi a dit, sinon exactement, mais plus que ce que Amadou Sall a dit, il n'est pas inquiété. Il peut dire ce qu'il veut, il ne sera jamais inquiété parce qu'il connaît beaucoup de choses. Et, oh là là, Macky... Parce qu'au début de l'alternance, Macky a été laissé au bord de la route, il n'avait rien. On entend Farba Senghor dire d'ailleurs qu'une fois, ils m'ont arrêté sur la BDN, lui et son épouse, pour se plaindre. Vraiment de n'avoir rien, etc. Macky et son épouse. Farba dit que c'est sur son intervention qu'on l'a recruté à Petrosen, dont il deviendra plus tard le directeur général. On raconte tellement de choses. L'autre qui le méprisait, il dit qu'il ne voulait pas, qu'il a finalement reçu, voilà, on dit même qu'il a rempli. Bon, il y a tellement... Non, lui... Il peut dire ce qu'il veut, il ne sera jamais inquiété. Il connaît énormément de choses. Parce que quand même, de 2000 à 2004, il était le pilier du régime. Il sait énormément de choses, de sorte que lui, il peut dire ce qu'il veut, on ne l'appellera jamais en prison. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi Sall, bon, Sall, c'était normal, ce qu'il avait dit, c'était très grave, bien sûr, mais bon. Mais lui, il n'a pas les bombes de Idriss Seck. Il n'a que sa langue. Voilà. Alors, Karim Wade, récemment gracié, vit au Qatar, et c'est lui que le PDS a choisi pour le représenter à la prochaine élection présidentielle.
Est-ce que vous pensez que c'est un candidat de poids face à Macky Sall? Moi, mon point de vue, je le dis tout le temps, je ne vois pas, moi, Karim Wade devenir président de la République du Sénégal. Et pourquoi? Mais les Sénégalais seraient... Si les Sénégalais portent Karim Wade au pouvoir, je ne crois pas que les Sénégalais soient suffisamment fous pour faire ça. Karim, quand même, il est connu. Karim, ce qu'il a fait ici au Sénégal, ce que son père a fait au Sénégal, après 12 ans de gouvernance, catastrophique, il revient pour qu'on en fasse le président de la République. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Et je ne connais pas également jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens du PDS acceptent ça. Il est vrai que Wade, c'est le grand, encore aujourd'hui, c'est le grand patron du PDS, etc., etc. Mais il arrivera à un moment où la pression de Wade n'existant plus. Bon, les gens se détourneront de Karim. Karim ne sera jamais le candidat du PDS. Les gens racontent des histoires, ils le savent. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait que certains sont partis, comme Suleiman Ndelindia, qui disent qu'ils n'accepteraient pas que Karim soit devant eux. Beaucoup, je vous assure que on ne sait jamais. Mais jusqu'à preuve du contraire, Karim Wade ne sera jamais le candidat du PDS à l'élection présidentielle de 2010. À supposer qu'il le soit, il a besoin de faire campagne. Quand il va dans les localités, là, à Kokichéma ou bien à Machin, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va parler quoi? Français. On dit non, il a appris le Wolof, etc. La principale langue nationale du pays, ce garçon-là ne la pratique pas. Comment il veut? Non. Je vous assure que d'ici là, vous verrez, Karim ne sera jamais candidat du Parti démocratique sénégalais. Je ne crois pas. Et comment voyez-vous l'avenir du PDS? Bon, c'est un... Sans Wade. Non, c'est un... Sans Wade, le PDS n'est pas grand-chose. C'est un parti très, très affaibli par rapport à ce qu'il était. Mais il existe encore. Il y a des gens, des militants libéraux qui croient encore fermement. Il y en a. Mais je ne vois pas le PDS revenir. Il ne peut pas revenir au pouvoir. En tout cas, pas dans les 10 ou 15 prochaines années. Et puis le PDS sans Wade n'est pas grand-chose, est réduit à sa plus simple expression. Parce que ce qui reste, bon, ce n'est pas des gens de valeur morale, de valeur intellectuelle, c'est pas des... Voilà. On ne peut pas compter sur ces gens-là pour faire revenir un parti au pouvoir. Donc, c'est un parti affaibli, même s'il reste encore des libéraux qui y croient fermement et qui continuent de se battre. Mais Wade n'est pas l'avenir. Un homme de 92 ans, ce n'est pas l'avenir. Et les gens, l'avenir du PDS, pour eux, c'est encore avec Wade. Or, à 92 ans, on est dans le passé, on n'est plus dans l'avenir. Modignan, je vous remercie. Vous êtes instituteur, inspecteur d'enseignement à la retraite, chroniqueur dans la presse et écrivain également. Ce n'est plus point comme vous remercie beaucoup d'être venu.